je vous parlerai, si je peux, d'une inflexion singulière. On peut retourner ça, parler aussi d'une singularité qui se réfléchit, une singularité réfléchissant. Mais inflexion, c'est encore un terme par rapport à l'usage de la langue que j'interprétais justement avec le mot l'interprète, la parole, selon la tradition et les discussions. Et si on cherchait à la fois la différence, sans origine, sans commencement, mais bien commencé, continu, la différence dans l'inflexion, tout mouvement de, disons, liberté, libre arbitre, se logeait dans ce infime moment de la parole où, comme disait Rousseau, tourner la langue sans enlever la cigarette, c'est le propre de l'homme turc. Parler sans parler, sans parole, et donc tout est compris. Tout le monde est compris dans cette inflexion singulière. Mais je crois que je rencontrais cet usage du mot inflexion, d'une inflexion singulière, si je ne me trompe pas, dans le texte de Michel Deguy, après la mort de Jacques Derrida, qui disait qu'il aura inventé un certain usage très singulier du conditionnel du futur antérieur en langue française. Ça m'intriguait. Et j'ai trouvé, enfin, si j'ai compris cela, de la méontologie, et non pas de la fictionnalité, une fiction théorique, on peut le considérer comme un philosophe écrit ou parle au conditionnel et proposant des hypothèses irréelles. C'est ça le propre du conditionnel, mais par rapport à une future antérieure, ça nous renvoie encore à ce concept de la trace que j'appelle méontologique, qui a des antécédents, bien sûr, chez Lévinas, etc. Donc, sans prononcer le mot trace, et dans un discours, on peut développer donc des hypothèses réelles ou irréelles, ou indistinctes, toujours de manière réfléchie, je suppose, non pas à l'insu. On peut infléchir donc un temps grammatical dans la langue bien connue, structurée en français, de manière singulière, sous la plume ou dans la parole d'un philosophe nommé Jacques Derrida, un poète qui nous fait remarquer qu'il était agréablement surpris qu'il infléchissait la langue française, n'ayant pas d'une origine, à ma connaissance, française, n'ayant pas, à ma connaissance,
cette langue comme langue maternelle, bien que sa mère, elle parle bien sûr français, je suppose. Voilà, inflexion d'une inflexion singulière. Cet acte parole qu'on a peu réfléchi sous ce terme, bien qu'il entre bien sûr dans cette structure ou cette distinction entre la langue et la parole, mais moi j'insérerai à la fois, comme je viens de le faire, sur le concept, du concept de trace méontologique, mais aussi toute littérature. Et ça va nous servir de penser le concept de mimésis autrement, fiction théorique ou fiction au sens littéraire très large. Et je me disais, dans une discussion avec un ami, que la poésie, être poète, tout le monde peut écrire des poèmes, mais être poète, c'est la chose la plus difficile du monde pour une personne. Devenir le poète, entre guillemets, d'une nation, d'une époque, d'une période, être appelé parmi les autres un poète, un grand poète, etc. C'est la chose la plus difficile. Alors, qu'est-ce qu'il fait là? Le poète, comment il infléchit la langue, non pas seulement pour s'exprimer comme n'importe quel usage de parole, structuré dans cette double articulation, disons, entre, avec cette référence à la langue, etc. Alors, on peut infléchir d'abord de deux manières pour simplifier la chose, à son insu. Donc, d'une manière réfléchie, on peut infléchir dans la langue et dans la parole, dans l'écrit, poétique, etc. Et on peut infléchir à son insu aussi. On le considère comme lapsus, quelque chose comme ça, comme une sorte de acte manqué. Pourquoi pas la liberté d'écrire permet à des choses comme ça, que j'appellerais métonomisation. Mais il faut le revoir, parce que métonomisation aussi, comme concept de métaphore, peut supposer quand même quelque chose comme propre, soit dissimulé, soit enfui, et on le métonomise comme peut-être dans la structure de métaphorisation. Mais et troisième point, je pensais que premier homme n'existe pas, mais l'humanité dans un commencement, dans des endroits et dans des contrées complètement isolés, différents, l'homme, entre guillemets, premier homme ou chacun des premiers hommes séparément dans des différentes contrées, ils ont commencé à parler par l'inflexion, je dirais, par une inflexion singulière, d'où cette babélisation sans origine, avant la construction de toute hypothétique construction de tout de Babel, l'homme, au sens le plus abstrait d'anthropos, a commencé comme homo locax, par réfléchir en parole. C'est ça que je voulais dire, d'où la multiplicité des langues et multiplicité des codes à infléchir. Vous voyez, inflexion, dans mon sens, connote un peu l'erreur, mais sans le justesse. Inflexion, c'est toujours
R, comme premier homme R, mais dans son contraire, c'est-à-dire homologax, si j'ose le dire, intimement lié à un lieu, à une localité. Toute locution, donc je parlais l'autre jour de parler local et manger local, c'est notre destin. Et cette segmentalisation et distanciation et différenciation des langues, bien sûr très conflictuelle, mais aussi c'est pour établir la paix régionale, disons, tribale. C'est toujours réfléchir à sa façon et par rapport à sa loi, entre guillemets, à son nomos, à son Nemein, à son partage, à ce qui lui est imparti. L'acte humain le plus propre serait réfléchir, mais avant de réfléchir, c'est pour réfléchir, plutôt infléchir. Heureusement que quand même, dans tous ces mots, réflexion, inflexion, il y a une flèche. Pourquoi pas, n'est-ce pas? Flèche, au sens héraclitien du terme, qui présuppose une finalité, un visée, donc un Bedeutung, vouloir dire, sans pouvoir le dire, sans pouvoir attraper la queue, intimement liée à l'acte de chasse, qui est souvent manqué. Un cerf manqué, un petit lapin manqué, un oiseau manqué, l'acte de chasse, avec la flèche, avec l'inflexion de la flèche, avec cette traverse de flèche qui nous oblige à calculer même l'erreur, c'est-à-dire petite inclination, comment dirais-je, un petit décalage par rapport au visée et qu'il faut compter. Et c'est l'art du chasseur. Dans ce contexte du poète. Du poète, comment il va s'infléchir en parole pour mieux cibler, je dirais, la proie que nous sommes. Là où nous sommes captifs par cette parole captivante qui nous capte, qui nous concerne et qui nous laisse pas indifférents. C'est ça, cette force magique qu'on appelle la poésie. Par manque d'autres pratiques ou par d'autres mots, je résumerai l'acte primitif de l'homo locax, qui est capable de locution dans une localité. Est toujours local, régional, et dans une singularité qui capte, je dirais, l'horizon, pour ne pas dire l'universel. C'est ça. Comme on effaçait cette singularité, cette petite inflexion singulière peut arriver au visé introuvable, toujours j'anime dans l'esprit, cette fois-ci dans l'acte de lecture, surtout dans la traduction, dans la difficulté de traduction entre les langues, comment infléchir de nouveau, d'une manière singulière,
cette fois-ci dans une autre langue. C'est ça la traduction aussi. Alors, puisque j'ai parlé de lapsus, quand je catégorisais sous le titre à son insu, si on infléchit à son insu, alors on peut le considérer sous le concept un peu molaire de lapsus, mais j'avais fait quand même une petite enregistrement pour distinguer avec ce dicton de Ziad Pacha en langue ottoman, Merdikıpti Secahat arz ederken Sirkatin söyler, le plus brave des Coptes, des Gitans, disons, quand il fait son apologie, il fait involontairement des lapsus, à peu près la traduction. Alors, d'ailleurs, l'apologie, est-ce que c'est de l'ordre de poétique à ce qu'on avance là-devant oui, comme prétexte, comme voilà, une défense en parole qu'on appelle apologie, n'est-ce pas, devant le juge, devant le souverain. Sirkatin Söyler, il fait de lapsus. C'est une mauvaise traduction sûrement, mais c'est encore qui présuppose un certain savoir dissimulé dans l'affranchissement de la parole. Donc c'est pas le meilleur exemple peut-être. Moi j'avais pensé au départ comme l'acte poétique, donc inflexion singulière de la parole, de catégories donc distinguées, et à son insu, à son su, c'est par rapport à des modèles connus, presque non pas architectoniques, mais de l'ordre archétypal, donc des références à des textes, à des documents monumentalisés, les exemples des grands poètes par exemple. Ça, on peut infléchir de manière singulière en référence donc intertextuelle, interculturelle, à l'intérieur d'une culture à son insu. C'est au sens de Witz, oui, en allemand, qui est utilisé par Freud. Witz, un jeu d'esprit, je disais bonnement, qu'on peut infléchir. Et on a cette tendance de monumentaliser ce document poétique, disons, érigé. Moi, oui, c'est la culture qui érige tout à la manière de stèle. J'interprétais ça bien sûr comme chaque stèle, obélisque, de l'ordre de l'effet de phi, phallus, et son manque. C'est-à-dire ça manque, son absence, moins phi, comme je disais en référence à Lacan. Et ce document érigé, devenu monumentalisé, sont encore de l'ordre de moins phi. Et
pour conclure, c'est de l'ordre du capital culturel, et non pas au sens, cette fois-ci, capitalistique, mais d'une manière archivale. Dans les mémoires culturelles, on les surveille, on les garde, on les transmet au monde. C'est ça la fonction de l'absence dans sa présence rayonnant comme mémoire gardée, monumentalisée, et ça dépasse vraiment tout calcul poétique. Il y a des enjeux auxiliaires seulement à cela, conjoncturel local, de l'ordre souveraineté de la parole, des choix politiques souvent. Alors que réfléchir, c'est presque transgresser, renverser, retourner au sens situationniste du terme. Donc, une culture alternative, un certain noyau de résistance dans la parole, qui choisissant ses propres références, soit pour renverser, pour élucider leur sens encore enfui, c'est la tâche. À la fois du poète, pourquoi pas du philosophe, qui sont également monumentalisés dans leurs documents, en documents. Et on se demande si encore c'est de l'ordre de moins fi, d'une impuissance méontologique, je dirais, constitutive de la culture. À l'absence de ce genre de poète résistant ou éveillant le sens enfui, disons des philosophes, ou tout simplement la philosophie comme discipline dont les limites sont toujours à la fois indécis, à la fois à décider, donc non déterminé. Alors qu'il y a des exemples monumentaux et documentaires, je dirais. Voilà une tâche qu'il faut autrement surveiller, garder, prendre empreinte la garderie, par le moyen d'enseignement, de transmission de toutes sortes, qui sera l'autre cap. Voilà, c'est le mot à dire. C'est le titre d'ailleurs d'un livre de Derrida qui parle exactement en citant Paul Valéry, le capital culturel, l'autre cap. C'est ça, l'autre monument dont l'absence fait la différence et qui permet à s'infléchir, disons, dans une épocalité, mais aussi intemporelle, que ces questions sont à l'aune de, disons, pérennité. Voilà. Et dans le défaut, où l'absence fait une grande différence également, c'est-à-dire une culture de savoir qui ne laissera plus place à la discussion philosophique. Ce serait un appauvrissement encore pire, un squelette, une fade copie des choses
que nous devons justement à la philosophie. Voilà, crisis. Donc, l'homme passe et s'infléchit d'un pas singulier. C'est le début. Depuis le début de l'homo locax, disions-nous, mais tout en parlant de qu'est-ce que la poésie. Chacun de nous est poète, poétiquement, sans parler poétiquement, habite d'une manière poétique. Alors c'est une forme de résister, et non pas uniformément, ni d'une manière anodine, alors qu'une fois l'être là s'installe, ça devient uniformément. Mais l'homme passe, l'homme s'infléchit d'abord par la parole, par sa manière d'habiter, construire. Il est abstraitement poète, mais tout le monde peut écrire ou pas des poèmes. Depuis qu'il y a un genre probablement précédé par une certaine dicton que j'ai traduisé soy lama, une sorte de légende racontée, des légendes par une raison fictionnante. Alors, le pas singulier, c'est important. L'homme passe et, comme disait Nietzsche, en écrasant la terre, il fait une danse de Cora et ça renvoie à ce pas singulier dont il était cas. Dans le Drowning by Numbers, non pas drowning, mais grimper le pas tout en dénominant chaque pas avec un chiffre, identifié à des quantités qui sont finalement des noms pour la perception de l'enfant. Bon, tout réuni, il faut distinguer infléchir à partir d'un corpus que j'appellerai des documents qui est devenu des monuments, et tout en infléchissant par un acte donc d'effectivité, on s'infléchit. J'avais expliqué à une amie, tout en parlant de la poésie, ce concept que je développe, s'infléchir, ou bien infléchir. Par un pas singulier. Là, il était question à la fois comment devenir un poète qui fait la date et qui sera considéré comme poète, et qu'est-ce que la poésie, ça revient un peu la même chose. C'est peut-être différent d'une simple fiction raisonnante ou raison fictionnante. L'énigme se nide là, dans cette flexion de la voix, qu'on peut expliquer physiquement le concept
infléchir tout d'abord par l'optique, n'est-ce pas, un rayon de lumière qui traverse l'âme et qui se brise, qui fait une déviation. C'est ça, apparemment, premier sens dénominatif, disons, de l'acte infléchir. Dans la grammaire, ça connote effectivement une certaine déclinaison. Mais tout d'abord, il faut justement prendre son pied, je dirais, parce qu'il s'agit encore d'un pas, et savoir danser, ne serait-ce que à la manière de Cora. C'est encore une manière de devenir et se différencier et dans un moment de différenciation avec T et C, disons, qui donnerait peut-être à partir de leur différence de réflexion ce concept d'éridien de différence avec A. Voilà en résumé, en abrégé, les aventures de la différence et qui n'est pas contradictoire avec persévérance dans son être. Alors que il y a des médiations très détournées pour subsister dans son être, persévérer dans son être, et non pas reconstruire une identité solide, mais une singularité. Alors, c'est à condition de se différencier qu'on persévère, je dirais, comme une conclusion philosophique. Persévérance dans son être n'est pas contradictoire donc avec un moment de différenciation ni avec la différence. Il y a des manières insoupçonnées et innommables de résister. Donc, persévérer, résister tout en différenciant. C'est ça l'énigme de s'infléchir tout en infléchissant, disons, les codes langagiers ou autres. C'est ça un peu l'essence très générale de l'acte poétique que je figure pour l'instant, qui comporte à la fois résistance, que je trouve très important, persévérance et certaine insistance, donc une certaine fidélité à une trace sur laquelle on joue par une part légère, la mimésis, là l'énigme de s'en jouer est dans le pire des, disons, détresse, savoir rester en vie d'une manière ou d'une autre, c'est ça, sans jouer, et la jouissance qu'on économise dans l'acte d'écrire. C'est ça, l'énigme non physique ni optique de ce verbe que je trouve riche d'inflexion ou d'infléchir, qui aura donné, bien sûr, le concept plus connu de réflexion. Voilà, réflexion qu'on critique, par exemple par Derrida, soit par son anthropomorphisme ou
alors que ce mouvement de flexion, je dirais, cette flexibilité, perplexité, a des rapports avec perspicacité et acuité d'esprit qui sait aussi viser quoi, le sommet du parabole, l'infini, sans rabattre tout sous le fini, ni sans envoyer tout à l'infini. C'est ça ce que j'appelle la danse ou jouer en jouer par un mouvement et par un pas singulier. C'est ça l'acte de s'infléchir dans l'inflexion générale. Humaine et trop humaine, le titre de Nietzsche. L'homme ne connaît pas sa différence. Peut-être qu'elle est minime. Elle, l'humanité, elle se promène dans une indifférenciation qui lui fait défaut. Donc l'homme est différent en superficie, en apparence, et manifoldness, la diversité, non pas naturelle, mais le divers du divers qui est plié sans explicitation, lui est étranger. Et donc l'homme est étranger sous la terre, citation de Hallali. L'homme est étranger sous cette terre parce que l'humanité submerge là. Notre globe terrestre est humanisé, soit, mais la nature, le monde n'est pas humainement humain, mais un berceau. Soit métaphore de Jean-François Lyotard. Notre berceau. Le monde est la nature, plutôt, était, je souligne, notre berceau. Il était une fois dans le temps la nature, le monde, ce qui veut dire n'est plus notre berceau, c'est-à-dire à partir duquel nous nous nourrissons, soit vrai. Notre nourriture ne vient pas de l'extraterrestre, comme dans les recherches d'un chien de Kafka. Mais c'est étrange, ce qui est étrange, cette circulation de vases incommunicantes, complètement submergées l'un dans l'autre, être, avoir, distance, délimitation, ségrégation, proximité trop proche pour en faire compte, comme le divers dans lequel nous dormons, disons, le divers dans lequel manifold, dans lequel nous en sommeillons, alors que toujours en vigile, en garderie de la vérité, de fausses monnaies. C'est ça. Le problème entre, comme disait Cornerstone, que j'ai tachu, et pourquoi pas, comme je disais autrefois,
pour expliciter une certaine architecture gothique, là où dans le sommet il devait y avoir une pierre, non pas philosophale, une pierre de touche, une pierre clé, comme Clésis. Alors notre Toulmont, complètement inhibé, allégé dans une allégresse devenue pour le hémisphère nord, par un printemps si abondant de soleil aveuglant, et encore dans une rafraîchie de veille lente et une lune croissante. C'est ça. Là, connaît toute cosmologie, toute monadologie et tout environnement lourd. Donc, il soustrait vite que me voici rien n'était. Me voici rien n'était avec mes avoirs bien, des avoirs été, ayant été, ayant eu, et ce fut, cette fois-ci, voilà. Et qui, là-haut, Lyotard se demandait pendant une cour qu'est-ce qu'on fabrique avec le verbe être, avec ses conjugaisons, n'est-ce pas, très diversifiées, hein, que nous faisons, que nous qu'il fasse. Et qu'advient-il? Qu'advient-il et advient-il? Suspense. Et de manière abondante et incessante, l'arrivée, tout que, au-delà, bien sûr, du bien et du mal, et au-delà du principe du plaisir, la mort arrive. Moi, je n'aime pas utiliser comme sujet dans une phrase le thème ou le concept la mort. C'est ça, une certaine anthropologisation d'une déité qui nous a fermé, bien sûr, avec tous ces, n'est-ce pas, mythologie, bifurcation en deux rivières, c'est ça, notre généalogie quand même de l'enfer, d'Aden, Eden, paradis, quoi, Moulin Rouge. Voilà notre petite schématisation dans laquelle nous sommes bien ordonnés, dans des coordinates indéterminées qui peuvent être rallongées à l'infini. C'est notre manière à nous de nous situer après coup, allonger les lignes, soit virtuel, soit effectif, qui est en train de projeter ou reculer à toujours, n'est-ce pas, dans cette impuissance, je souligne, d'avoir quelque chose dans cette vie, tout simplement, dans cette nudité, je dirais, pillage, oui, je n'ai jamais utilisé le mot pillage à la merci. Cette fois-ci, non pas des déités, mais de bandits et de bandits contre bandits.
voyez, compendier. Là, un plan d'immanence peut être plus ou moins réaliste, tel qu'il est tracé dans des êtres comme des points nodaux, nodus nerveux, toute nervosité, stress, détresse, en connexion avec Eigentum, pourquoi pas Zorge, c'est ça, et je disais, en connexion avec la crainte, l'inquiétude, c'est-à-dire toujours unheimlich, qu'on peut traduire comme étranger. L'homme est une chose étrange sur cette terre, disait Al-Dali. D'où mon deuxième intervention. Allons par quatre chemins. Nous posons cette question, quelle est la différence entre une ontologie statique, dit-on, j'avais lu chez Bergson, une ontologie qui serait dynamique, énergétique, pourquoi pas, et qui rendra compte de devenir, qui est un concept quand même très cher, et qui essaie de rendre compte de la temporalité dans l'être même, pour ne pas considérer l'être soit sous l'espèce d'idéal platonicien, comme quelque chose statique, c'est-à-dire déjà fait, toute faite, immuable. Voilà. Une réponse à une question qu'on pose de manière bon. Alors, donc, il y a eu des gens dans mon métier qui m'ont demandé qu'est-ce que ça veut dire une ontologie statique et un passage à une ontologie dynamique. Je n'ai pas répondu très bien, mais maintenant, je vais répondre peut-être. Alors, par exemple, chez Platon, si on considère comme une ontologie statique, toute recherche d'épistémé, tout progrès, amélioration, recherche, effort, pour arriver à une certaine épistémé, ne peut être considéré, à mon avis, qu'il est dans une ontologie dynamique. Moi, je ne fie absolument pas ni à ce concept de statique, statis, ni au dynamique qui comprendrait, qui aurait quelque chose à voir avec dynamisme aristotélicien, voilà. Toute notre discussion était déjà commencée par là, entre cette différence bizarre entre dynamisme chez les êtres naturels et certaines possibilités de praxis chez les êtres organisés, disons, pour ne pas dire civilisés, encore, pour ne pas tomber dans ce malheur de parler de malheur ou de malaise des civilisés que nous sommes. Alors, peut-être deuxième moment clé où comme je divise les lignes virtuelles, si vous voulez, en des bifurcations. Deuxième moment sera quoi
français. Là, il y a un détournement, là, il y a une confusion, une contamination, une certaine synchronie bizarre qui fait une cacophonie, mais dans toute dans une scène tout à fait tranquille, calme, rubrique dans son enfermement chez les hommes oublieux, comme je disais l'autre jour, que je peux ériger en concept, Aufenthalt sans Halt, que j'ai moi-même difficilement eu ce que je dis, mais j'étais déjà travaillé comme Aufenthalten grâce à, d'une part à Heidegger, d'autre part à un certain Derrida, Daniel Derrida, disons, Halten. Avec Nice, la veille, le sommeil parlait comme dans un rêve, cette raison qui engendre des monstres, des terrata, quand elle s'endort, c'était Goya. Vous voyez, il n'y a rien de monstrueux, alors que j'ai dit que, enfin, en citant Dali, l'homme est une chose étrange sur cette terre. Étrange, on aime lire, pourquoi pas lire comme on avait déjà fait, comme Zeichen, monstre, monstration, indice, ce qui montre, ce qui fait signe, ce qui est un signe, n'est qu'un signe, là où j'étais arrivé dans le dernier moment, de parler, d'avoir le courage de parler de cette enquête, de cette nécessité, même dans l'ordre des jugements qui ne sont pas des jugements où le devoir moral, dit-on, pour rester dans une obscurantisme, apodictique chez Kant, comme j'interprète comme apodeictique, en parlant d'une part mais sous la forme de deixis, donc renvoyer par un signe ou bien être capable de déchiffrer un signe, un moment voulu, ou bien par un moment de kairos. Voilà l'heure, rien à faire peut-être. Ensuite, sans suite, comme on dit, n'est-ce pas? Peut-être avec une halt, attention, vigueur, vigilance, garderie pour la vérité, attendre, être sensible à l'horizon dans toutes ces fluctuations et capter le signe et sans conséquence. C'est-à-dire, ça ne pourra rien faire au sens de praxis. Là, notre neutralisation, autrement dit, le fond insensible de la sensibilité, qui est aussi démute l'âme sentante, qui devrait se préserver en son retrait quotidien emmuré. Alors, on a parlé trop des murailles, des murs à division, mais on n'a pas parlé de cette emmuré, auto-ammuration, c'est ça. Façade, c'est ça. Apparence, c'est ça. Intériorité qui nous fait. Cette épiderme qui est sensible, sentant, qui
se faire insensible pour vivre. Encore, on tombe dans le conatus. Voilà, manger, pour qu'il y ait quelque chose à manger, c'était une captivité, une proie, cette proie soit à la fois sensible et à la fois insensible pour qu'elle se nourrisse. C'est bizarre, c'est pas bizarre, mais c'est une forme d'explication à partir de biologie et de conflits polémontologie. Et on se rend la conséquence insensible. Donc, d'une certaine manière, aliéné libre. Et il faudra peut-être retourner à cette case vide, mais autrement, à partir de Gérard Garnel, là où il considérait ce kénos vide comme tabula rasa, c'est-à-dire il n'y a pas d'idée innata, là il y a des schèmes vides qu'on remplit, donc c'est à mi-chemin de Kant et de Husserl, remplissement de sens et tout, parce qu'il n'y a pas de sens, c'est ça aussi l'une des origines de l'aliénation, c'est-à-dire liberté, n'est-ce pas, délivrance. Voilà, ça fait encore beaucoup de pas à la fois, et on tombe toujours dans le même imbroglio. Et pourquoi pas ne pas répéter, l'homme est une chose étrange, d'accord, mais de manière déterminée chaque fois, dans sa singularité, dans son ici-bas, environnement, etc. Ça sert à quelque chose quand même, être là, être là, etc. C'est ça, détermination, comme omnidétermination, est une négation. Une négativité, d'abord, on peut considérer comme c'est un malheur, malaise, inquiétude, c'est un unheimlich, c'est-à-dire ne pas se sentir tout à fait chez soi, bien dans sa peau, à la fois tout à fait confortablement installé dans son lat, c'est-à-dire confortable, avec une conscience tranquille, toujours inquiété, et tout fait. Voilà une chaîne d'explication aussi, entre autres, qui serait un peu plus dynamique par rapport à une certaine métaxé. C'est ça, métaxé, c'était statique. Et là où on élargit manifold, on n'élargit pas, on ne le déplie. Manifold, plusieurs fois, plier quelque chose, pli sur pli, grâce à de merveilleuses lectures de l'artiste Gilles Deleuze, qu'on comprend un peu par où, quand on a commencé à sa première critique des fondements métaphysiques des sciences naturelles, qui a senti cette nécessité d'éclaircir le champ. Voilà, manifold, divers, non pas forcément diversité dérivée, mais le divers qui côtoie au chaos, qu'on n'a jamais cité, sauf dans la deuxième partie de troisième critique, donc
ce qui déstabilise et ce qui renoue avec cette immense question de commencement de toute métaphysique et de l'ontologie, plus que dynamique, mais cette fois-ci conflictuelle, vivant. Tous ces moments négatifs qui sont appelés par Kant lui-même plaisir négatif. Quel genre de plus de plaisir plaisir négatif qui sera encore de l'autre interrogation, c'est-à-dire affliction, la peine, l'effort, cet manquement est toujours un moment relancé de questions sans issue et tout en perdant tout son bagage conceptuel, c'est-à-dire tout l'usage régulier de la raison qui est réservé à l'homme cultivé chez Kant. C'est ça notre petit cher Kant qui nous a tracé un joli savoir, non pas savoir-faire, mais savoir, ou bien non pas savoir, faire avec. Dans la modernité ou dans le commencement de la modernité ou dans la recherche de fondation, fondement de la modernité, c'est-à-dire là où il n'y a plus d'un être substantiel qui nous fondera confortablement. Il n'y a pas une descendance-ascendance, mais il faut que la mais qu'on continue, donc les générations se succèdent et qui trouvent son chemin. Qui trouve son chemin tout en effort. Le mot n'est pas dit, mais praxis, c'est-à-dire tisser comme un tisserand. Dans les exemples sophistes, Platon, etc., comme un tisserand tissé à chaque moment, donc pilier, replié, déplié, surplié, quoi, selon l'expression de Michel Foucault, ce fameux pli empirico transcendantal. Donc on est dans le, on tisse un certain nappe, non pas de souvenirs cette fois, mais étoffe, par de différentes étoffes qui sont empiriques et transcendantales. Donc c'est ça, un peu. Ce qui sera derrière grande question de réponse de Kant, un tisserand de modernité. Je ne manquerai pas d'ajouter l'exemple Leonardo da Vinci qui aura amélioré les appareils de tissage à Florence. C'est ça aussi, en concurrence, bien sûr, à des véritables nœuds de textualité et de textes indiens ou iraniens de l'extrême-orient. Pour que sa chère Florence puisse être concurrent avec ce chemin de soi, la voie de soi, donc avec l'Orient. Bon, voilà. Chacun a sa texture, chacun a sa garderie de nœuds, chacun a sa charpente, je dirais, n'est-ce pas, pour ne pas dire ces petites cachetelles qui revient à peu près au même. Donc, l'idée d'éternel retour timidement effleurée par Hegel, de manière solennelle,
qui rappelle bien sûr Héraclite. La fin et le commencement, et la fin. Mais c'est l'absolu, c'était impossible. Une fermeture, une clôture plutôt, une foreclosion qu'on va atteindre plus tard, mais toujours en marche. Et là où le cercle nous précède, que j'appellerais non pas un voyage programmatique ou organisé, mais des cercles ou bien des lignes croisées de destin, destinalité et de dessin, pourquoi pas. Qui frôle la mort et qui en prend, contre laquelle il prend des mesures. C'est à faire un monde de tissage. Dans le meilleur des cas, on n'est pas encore entré dans l'échange monétaire et des actions à distance, c'est-à-dire une certaine morale par provision ou c'est ça, morale par provision de Descartes aura quelque chose à voir avec action à distance pour se réconforter dans sa tranquillité d'âme, d'une part, mais agir à distance, qui est fondamentalement tech, dans le logos de l'homme, soit dans toutes sortes de circulations de doxa et de ce que j'appellerais colporter. L'exportabilité et importabilité de tout mouvement d'idéation, jusque dans cette variation colorée ou neutralisée des identicités, soit enfouie, soit en travail actuel, en acte, trop phénoménalement en acte, et voué à la mort, au sens où toute détermination et négation, là où je trouve encore ce motif de éternel retour, si je comprends bien, que Nietzsche a un peu frôlé, autant que c'est possible, mais autrement, bien sûr, chanté par les orientaux, disons, de manière allègre ou triste. En passant, je donnerai un exemple très connu, Mariam, pourquoi pas.